Bonsoir, bienvenue au MUDAC pour cette soirée spéciale sur la revue Transborder que nous avons le plaisir d'inviter ce soir. Le MUDAC a le plaisir d'organiser tout au long de cette année des événements, puisque le musée est fermé, il n'y a pas d'exposition, mais nous créons des événements afin d'inviter des festivals, des revues, des artistes et des créateurs à venir parler de leur travail et d'échanger avec nous sur le rapport au design. Le MUDAC est aujourd'hui dans une phase particulière. Il va ouvrir au public ce week-end pendant 3 jours pour la visite du chantier. Donc c'est une visite exceptionnelle sur inscription sur plateforme10.ch. Donc il reste des places, donc profitez peut-être encore de vous inscrire pour avoir la chance de visiter nos nouveaux espaces. Le 4 novembre prochain, un événement qui va être important, c'est la remise des clés, c'est-à-dire le moment où nous pourrons enfin entrer en tant que locataires et utilisateurs de ce nouveau bâtiment exceptionnel qui est construit pour nous, un outil pour le design, mais un outil aussi pour la photographie, puisque nous le partageons avec le musée de l'Élysée. Donc c'est un moment qui va être extrêmement important. Nous aurons la chance d'avoir une installation de Christian Marclay dans les salles d'exposition du MUDAC, mais aussi dans les salles d'exposition du musée de l'Élysée. Christian Marclay qui va utiliser les images des 2 collections importantes de ces musées pour une installation inédite créée pour l'occasion. Donc suite à ça, l'année prochaine verra l'inauguration officielle au public avec des expositions. Ça aura lieu à partir du 15 juin 2022 et ouverture au public officielle le 18 juin avec une grande exposition commune aux 3 musées, mais traitée chacun à sa manière. Une exposition sur le monde ferroviaire et les trains et les gares. Donc tous rendez-vous effectivement au mois de juin 2022 pour découvrir le nouveau MUDAC, mais aussi le nouveau musée de l'Élysée. De musée augmenté, comme on aime à le dire. Donc le MUDAC va opérer à l'occasion de ce déménagement une véritable mue. On va effectivement augmenter nos espaces d'exposition, on va les doubler environ par rapport à ce que nous avons ici à la Maison Godard, mais nous allons aussi créer de nouveaux projets de recherche. Nous avons l'opportunité désormais de pouvoir exposer nos collections. Alors pas sous le mode de collection permanente, on essaie de trouver un mode innovant où on va déjà mélanger toutes nos collections ensemble, les mettre en dialogue sur un mode de durée plutôt de mi-durée, donc plutôt sur 3 ans et non pas sur 5 ou 10 ans comme il y a l'habitude. On va pouvoir travailler sur plusieurs expositions simultanées, des expositions scientifiques, de recherche, de découverte, des petits formats inédits sur des éléments plus réactifs qu'on aurait envie de montrer, mais aussi de développer ce que nous aimons appeler désormais les archives du design roman. C'est un nouveau département que le MUDAC va créer en récoltant les documents, que ce soit prototypes, dessins, études, photographies, documents rédactionnels autour du design roman. Donc c'est un fonds important que le musée est en train de créer et qui verra à long terme, plutôt à moyen terme, une salle d'exposition dédiée entièrement à cet aspect-là. La recherche scientifique aussi qui occupe déjà, mais qui va occuper plus fortement le musée dans ces prochains mois et ces prochaines années. C'est un point important qui est déjà fixé à travers la revue scientifique que le MUDAC a créée. Ah, j'ai oublié de vous montrer les images. Ah, il n'y a plus d'image du tout désormais. Ah voilà, hop. Alors, je reviens au mode, excusez-moi. Voilà. La revue Radar que nous avons créée il y a 2 ans, nous avons déjà sorti 2 numéros. Le premier numéro consacré aux thématiques de la fonction. Le deuxième consacré à la question de l'intérieur et donc du design qui se développe plutôt dans nos intérieurs. Nous sommes en train de finaliser le numéro 3 sur la politique et les politiques du design qui sortira cet automne. Et sommes déjà en train de prévoir le numéro 4 sur la parole de designer et le numéro 5 sur exposer le design. Donc on anticipe déjà beaucoup de numéros. Et il est vrai qu'au début de la création de cette revue, on avait l'ambition de créer un numéro sur les rapports entre photographie et design. Donc Transborder l'a fait avant nous. On est ravis
ça nous permet peut-être d'anticiper sur des sujets d'urgence. Il y a beaucoup de sujets. On trouvait que le rapport entre photographie et design était un sujet d'urgence qu'il fallait traiter de manière pertinente et rapide. Nos amis de Transborder l'ont fait, on est ravis, on va pouvoir traiter un autre sujet d'urgence à la place. Et donc c'est aussi l'opportunité pour nous d'inviter cette revue et de dialoguer, puisqu'effectivement les deux médiums se retrouvent effectivement à cette table, se retrouvent aussi dans les préoccupations du MUDAC. Et je suis donc vraiment très ravi d'accueillir l'équipe de Transborder, ainsi qu'une partie des auteurs du numéro consacré à la thématique du design et de la photographie. Donc pour présenter la revue Transborder, je suis ravi donc d'accueillir Olivier Lugon, qui est historien de la photographie, professeur à l'Université de Lausanne et responsable de la publication Transborder. Oui, merci beaucoup au MUDAC pour cette invitation qui préfigure en fait cette proximité pérenne dans le futur bâtiment entre la photographie et le design, qui a été effectivement pour nous le sujet de ce 5e numéro de Transborder, donc une revue qui existe depuis bientôt 5 ans. C'est une revue annuelle d'histoire de la photographie, créée avec Christian Joschke, qui enseigne entre Paris et Genève. Donc moi je suis à Lausanne, et on a été au départ une équipe très genévo-lausannoise. Aujourd'hui ça s'étend un petit peu en direction de Paris, de Bâle notamment. Et donc l'idée c'était de créer une revue d'histoire de la photographie largement, disons, conçu la photographie au-delà de la photographie d'art, dans ses implications notamment sociales. On a eu un numéro sur la photographie ouvrière, un numéro sur les interactions de la photographie et des technologies de l'information, photographie et exposition, et puis donc ce 5e numéro sur le design. Donc de penser les interactions entre une image et un objet. Et c'est aussi un petit peu ce qui est à la base de notre projet, c'est-à-dire de faire vraiment un objet qu'on espère beau. Donc une aventure qui a été possible avec le partenariat avec Makula, le éditeur d'histoire de l'art installé à Paris, et puis avec des graphistes, Shafter Sali à Genève. Voilà, et donc une revue qui essaie de donner un soin, enfin de porter une attention particulière aux images, à la reproduction des images, et donc qui fonctionne comme radar avec un dossier principal chaque numéro, qui est augmenté ensuite par une partie de varia, d'articles libres, et puis une partie sur des collections. Voilà donc pour le numéro, et donc on a été vraiment ravis de pouvoir collaborer avec Éléonore Chaline sur ce numéro 5. Peut-être je peux annoncer les deux suivants. Je pense que c'est la prochaine slide. Février 2022, l'image verticale, politique de la vue aérienne, où là aussi on essayera de voir ces questions-là presque au-delà de la photographie, aussi, dans une histoire large des médias, notamment avec la vidéo. Et puis signaler aussi que Transborder, c'est aussi un peu plus que la revue, avec notamment le lancement d'une collection de livres chez Makula. 2 sont déjà parus. Le livre de Éléonore Chaline sur l'histoire des rêves de musée de la photographie en France. Et puis, l'année passée, l'énorme anthologie de Stefan Ziegel uniquement sur les textes parus en 1839. Cette surprise, qu'est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on parle de cet objet nouveau qui est la photographie. Et puis signaler ce partenariat avec l'Institut pour la photographie à Lille, où nous organisons régulièrement des colloques.
Merci beaucoup Olivier. Je vous présente maintenant Eleonore Chaline, qui est donc historienne, maîtresse de conférences en histoire de la photographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui a dirigé ce numéro sur les rapports entre photographie et design. Merci beaucoup et merci au MUDAC pour cette invitation. Et donc ce numéro est sorti en février 21. Et donc c'est le premier événement qu'on fait autour de ce numéro. Donc on est vraiment très contents. Et puis je remercie aussi les auteurs qui ont bien voulu être là ce soir et qui vont nous présenter aussi leur contribution à ce numéro. Merci beaucoup. Alors je vais peut-être revenir en quelques mots sur l'idée, enfin sur les origines de ce dossier et puis quelques questions qui sont soulevées. Je pense que ça reste un numéro qui est très ouvert en un sens qui est aussi un champ qui reste largement à explorer. Enfin, je pense qu'il y aurait largement de quoi faire d'autres numéros sur cette question. Voilà. Alors, donc historienne de la photographie, vous l'avez rappelé, il se trouve que j'ai enseigné pendant quelques années dans un département de design, l'ENS Cachan, où j'ai eu des cours d'histoire du design à faire, où j'ai lu d'ailleurs une des auteurs présentes ici ce soir, Alexandra Midal, donc ses histoires du design. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, et je travaillais sur les processus de reconnaissance institutionnelle de la photographie, donc cette question du musée, ça m'avait beaucoup frappé, les rapprochements qu'on aurait pu faire dans cette question de la reconnaissance du design comme discipline un peu flottante également et de la photographie. Donc il y avait déjà eu voilà, cette espèce de rencontre en fait, entre deux arts industriels, enfin j'ai dit art, mais voilà, deux arts industriels, on pourra en reparler, la photographie d'un côté au 19e siècle et puis le design qui se développe finalement de manière concomitante à un moment d'expansion du capitalisme et du développement des objets, de l'essor des objets manufacturés. Donc l'idée de cette recherche autour de photographie et design, elle est venue de là. Et donc on a organisé avec Claire Brunet et Catherine Gell en novembre 2018 une première journée d'études sur cette question, donc qui avait eu lieu à l'Institut national de l'histoire de l'art à Paris. Et voilà. Et 3 ans plus tard, puisque finalement ça prend, c'est toujours des processus assez au long cours finalement, ce numéro de Transborder, ce dossier de Transborder consacré donc à cette rencontre entre photographie et design. Donc il y a dans ce numéro un dossier thématique qui rassemble donc une introduction et 7 articles dans la partie dossier stricto sensu, donc et à cela s'ajoutent 2 articles dans la rubrique collection. Donc c'est un numéro qui est construit à rebours, qui part du contemporain, et peut-être qu'on pourra y revenir dans la discussion, je ne vais pas développer plus, mais ce n'était pas simplement l'idée de faire un effet de surprise, c'était aussi de partir de ce qu'on connaît, en fait, des images qu'on voit circuler en permanence sur Instagram notamment, mais aussi dans des magazines et un peu partout sur le web, de partir de ça pour essayer de retracer en fait des sortes de généalogies, de réfléchir comment, enfin, finalement, d'où ça venait, comment c'était arrivé, est-ce qu'on pouvait faire ces parallèles entre le début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle et aujourd'hui. Donc, qui part du contemporain avec un article de Catherine Gell sur le rapport des designers à ces pratiques d'observation et la manière dont certains utilisent donc Instagram. Puis, on descend, en fait, on passe à l'article d'Alexandra Midal, qui est assise à cette table ici à droite. Donc un langage pour le design sur la folie photographique de Charles et Ray Eames, qui va parler de quand même cette archive impressionnante de plus de 750 000 clichés. Alors, il y a aussi l'article qui est dans la rubrique collection sur le fonds Sotsas, mais Sotsas, finalement, par comparaison, il y a un peu moins, mais c'est déjà énorme. Je veux dire, il y a quelque chose de très massif, de très quantitatif aussi dans ce rapport qu'ont pu avoir certains designers aux images photographiques, qui rend aussi cette question, je pense, très intéressante. Un article de Ralph Liptau sur l'utilisation de la photographie dans les processus de conception, donc plutôt pour les architectes, depuis la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 1980, de quelle manière, en fait, ils utilisent la photographie comme un outil potentiellement productif. L'article d'Agathe Cancellieri, qui est assise juste à ma droite, sur la résonance entre l'apprentissage du design dans une école et l'apprentissage parallèle de la photographie, et comment on photographie la ville à partir de cette expérience et de ces enseignements. Et j'en dis pas plus parce que, voilà,
et ça sera présenté juste après, un article de Joséphine Givaudan sur une conceptrice, designeuse qui a conçu des bijoux et qui a beaucoup utilisé le photogramme pour travailler, pour expérimenter avec donc, des processus photographiques. Et puis un article donc, de Lucy Monfield autour du design des appareils photographiques et de cette arrivée finalement des designers dans des grandes entreprises, dans des industries comme Kodak. Et de quelle manière finalement ils peuvent concevoir leur rôle au sein de cette industrie photographique. Alors ici, ce n'est pas tellement sur la conception des appareils photographiques eux-mêmes et du design des appareils photographiques, mais c'est plus sur finalement ces emballages, ces boîtiers, l'idée aussi de féminiser les appareils photographiques en apportant de la couleur. Donc c'est un article qui porte sur la fin des années 1920 et le début des années 1930. Et puis à la fin de la partie dossier, arrive l'article de Pepper Stettler. C'est sur en fait la slide voilà, qui met en parallèle justement cette grille Instagram avec ces images assez typologiques qui vont être produites dans le cadre du Werkbund. Donc, elle travaille surtout sur la période des années 20 et des années 30 en réfléchissant à ce que cette photographie produit sur les objets qui sont photographiés. Parce que ça, c'est une des questions transversales, je pense, du numéro. C'est aussi comment la photographie modifie ou donne à voir certains objets, en l'occurrence des objets de design. Et puis, ensuite, dans la rubrique collection, 2 articles. Donc, un article de Sébastien Kéké qui est assis ici au milieu entre Alexandra Midal et Agathe Cancellieri, qui s'intitule donc L'œil, la main et au-delà, qui traite de la collection photographique du Musée des Arts Décoratifs, qui vous présentera ce texte tout à l'heure, qui revient sur les usages qui ont pu être faits de la photographie dans le cadre de l'Union centrale des arts décoratifs. L'UCAD, voilà, j'ai eu un petit trou, pardon. Et puis qui résonne aussi avec l'exposition qui est ouverte actuellement au MAD, donc au Musée des Arts Décoratifs, autour des collections de photographies de ce musée. Et enfin, un article sur Ettore Sottsass et cette idée d'archive photographique, de comment finalement, depuis 1937, il a produit des images, comment est-ce qu'il les a classées, archivées, et puis comment finalement aussi une bibliothèque, en l'occurrence ici la bibliothèque Kandinsky, a accueilli ce fonds et peut le traiter, peut travailler à partir de ce fonds. Je crois que je ne vais pas en dire tellement plus pour le moment, je finirai juste sur 2 choses. Donc, ce numéro, c'est à la fois le design finalement des appareils, de la photographie, mais aussi penser l'utilisation que des designers qu'on a pu faire du design dans le cadre de projets. Donc on pense assez facilement à cette phase aval du projet, c'est-à-dire comment les images photographiques vont permettre de diffuser, de rendre public, de promouvoir certains projets design. On pense moins, et je pense que c'était aussi un des apports de ce numéro, à cette phase amont, c'est-à-dire en amont, comment est-ce qu'on expérimente, comment est-ce que la photographie parfois permet de mieux voir, permet de réaliser un certain nombre de choses. Donc ça, c'est aussi, il y a plusieurs articles qui traitent de ça dans ce numéro. Et puis enfin, les photographies, les images photographiques, comme elles-mêmes projets de design, ou pour les designers, donc comment se crée potentiellement un langage visuel pour des designers via les images photographiques. Voilà. Je m'arrête là et puis on en discutera peut-être après. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Sébastien Kéké, qui est directeur en histoire de l'art et attaché de conservation en charge du fonds photographique du Musée des Arts Décoratifs, donc le MAD, à Paris. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que l'écriture de ce texte, cette contribution, s'est faite en parallèle en fait de cette exposition Histoire de photographie, collection photographique du
musée des arts décoratifs. Depuis 2015 seulement, en fait, le musée des arts décoratifs à Paris réfléchit à cette collection de photographies, à comment la classer, la valoriser, la traiter, la hiérarchiser, l'étudier, etc. C'est des fonds qui ont été assemblés depuis l'origine du musée, donc en 1864. Et si des petites choses avaient pu être faites, voilà, des catalogues, des expositions, il y a eu des petites choses, mais jamais dans la globalité. Donc en fait, ce texte comme l'exposition s'interroge vraiment à ce fond, à sa globalité et à essayer d'envisager en fait ce fond dans sa multiplicité. Multiplicité pourquoi? Parce qu'en fait l'institution est déjà très multiple. C'est à la fois un musée, une bibliothèque, un centre d'archives, un centre de documentation et évidemment il y a de la photo partout. Et puis ensuite c'est un musée qui traite d'art décoratif mais aussi de design, de mode, de graphisme, de publicité et si on va un peu plus loin, de jouets, etc. Donc en fait on voit une institution très multiple, des endroits aussi nombreux où la photographie peut être et dans le cadre de ce texte, tout comme dans le cadre de l'exposition, la question qui se pose, c'est en fait comment envisager cette collection d'un point de vue qui serait global. D'ailleurs, est-ce qu'on doit parler d'une collection ou deux collections au pluriel? C'est un peu la question. Et c'est vrai que tous les musées d'art décoratif, quand ils se sont penchés sur leur collection, ça a pu se faire avant au Victoria and Albert Museum ou Kunstgewerbe Museum de Hambourg, à Berlin aussi également, il y a toujours eu cette difficulté à classer, à envisager en fait la photographie au singulier au sein d'une institution. Parce qu'en fait, ce sont voilà, des statuts, des photographies de statuts différents, de natures différentes, etc. Donc, dans le texte, comme dans l'exposition, Éléonore parlait de généalogie, c'est vraiment cette question-là, en fait, réfléchir à la généalogie du projet de la photographie au musée des arts décoratifs. Donc, en fait, c'est ce qu'on a tenté dans l'exposition et dans le catalogue, en s'attachant davantage pour l'article de Transborder à la question des usages. C'est quelque chose qu'on a élaboré avec Éléonore et qui m'a aussi d'ailleurs beaucoup servi pour l'exposition. Ça m'a permis en fait d'entamer une réflexion sur cette question des usages et c'est très important dans un musée d'art décoratif puisque la devise de l'institution c'est le beau dans l'utile et effectivement cette question de l'utile pour ce qui est de la présence des fonds, elle est primordiale. Tous ces fonds ont une destination utilitaire, documentaire, etc. J'en parle un petit peu dans le texte. Les photographies aux origines étaient collés dans des albums iconographiques qu'on appelle albums acier et dont les consultants, les lecteurs, les travailleurs, c'est ainsi qu'on les appelait, pouvaient en fait décalquer ces photographies, les copier, etc. Donc il y a un vrai travail physique sur la photographie qui n'est pas permis dans d'autres institutions, y compris d'autres institutions artistiques ou même décoratives. Au V&A par exemple, c'est pas possible. Donc il y avait cette spécificité-là qu'on a vraiment cherché à mettre en valeur, qui était déjà mise en avant à l'époque. Il y a eu des articles dans la presse d'historiens d'art comme Louis Dimier ou Paul Cornu qui en fait mettaient en avant cette spécificité-là de la collection photographique au musée. C'est quelque chose que j'ai eu envie de remettre en avant aussi pour appréhender cette collection. Donc mettre en avant l'aspect utilitaire, même si évidemment au cours du temps il s'est perdu, il y a toujours eu une fonction documentaire à ces collections, d'archivage, de documentation des collections, documentation des expositions, etc. Et donc, pour terminer cette rapide présentation, la question aussi de l'anthropologie, et notamment de l'anthropologie des lieux de savoir, qui permet aussi je ne sais pas s'il y a la photo de la bibliothèque dans les... Voilà, là vous voyez en haut à droite en fait une vue toute petite de cette bibliothèque et donc d'essayer aussi de comprendre son lieu, ses mécanismes de travail, comment les travailleurs, puisque l'institution était destinée aux artisans, aux ouvriers, comment en fait eux pouvaient évoluer, appréhender ces photographies, les utiliser, ce que ça peut aussi donner. Donc on a essayé de croiser avec des tentures, avec des pièces de collection, des chapeaux, etc. Comprendre en fait comment la photographie réagit aussi par rapport aux arts décoratifs. Et donc voilà, juste pour terminer, c'est effectivement un processus qui est vraiment en cours. On a un gros travail de classement, de valorisation qui est toujours à faire. Cette exposition, c'est vraiment une sorte de mise en avant de la généalogie de la photographie aux arts décoratifs. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. J'accueille aussi Agathe Cancelleri, historienne de la photographie. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour cette invitation.
à Transborder et au MUDAC. Moi, je vais présenter mon article. Voilà, au moment où j'écrivais cet article, en fait, je finissais mon doctorat sur l'histoire du département photographique de l'Institute of Design de Chicago. Et dans mon travail de recherche, et aussi parce que j'habitais à Chicago, c'est vrai que m'est tout de suite apparu que Chicago était à la fois une toile de fond de l'histoire de l'école, puisque à travers les nombreux déménagements, les photographes s'adaptaient à de nouveaux environnements et photographiaient des parties différentes de la ville, mais aussi que c'était devenu un sujet et qu'à travers cette représentation de la ville, il y avait justement des relations entre design et photographie qui se nouaient et qui étaient perceptibles. Donc d'étudier les relations entre design et photographie à travers donc, le regard que les photographes ont porté sur la ville, ça m'a permis de montrer comment la pédagogie qui a été mise en place à l'Institute of Design et qui a été pensée pour des designers au départ a pu être adaptée à des photographes. Et puis, il s'agissait aussi de montrer à travers cet article que ces derniers, que les photographes se sont servis justement de cette pédagogie et de cette relation à la ville pour créer une vision originale à la croisée du design et de la photographie de rue. Donc juste pour une brève présentation, l'Institute of Design est bien une école de design qui a été créée sur le modèle du New Bauhaus et de la School of Design, dont deux écoles qui ont été dirigées par Laszlo Moholy-Nagy. Et le socle pédagogique commun de ces écoles, ça a été le cours fondamental ou cours préliminaire, donc hérité du Bauhaus allemand. Il s'agissait d'une formation pluridisciplinaire où les élèves exploraient, expérimentaient à partir de différents matériaux associés à des éléments plastiques. Donc la photographie, dès la création du New Bauhaus, a tenu une place très spécifique et essentielle au sein du cours fondamental, puisque son matériau principal était la lumière. Donc elle est enseignée jusqu'en 1944 au sein du Light Workshop, ou atelier de la lumière, comme un outil expérimental dans la formation du designer pour comprendre le fonctionnement donc, de la lumière et aussi documenter les produits de design créés par les étudiants. Mon article commence en quelque sorte après cette histoire de la School of Design, puisque dès 1944, l'arrivée d'étudiants américains qui souhaitent se spécialiser en photographie et notamment dans le photoreportage bouleverse ces relations entre design et photographie. Laszlo Moholy-Nagy finit par créer un département de photographie à part entière du programme de design visuel, de product design et d'architecture qui était également présent à l'école. Cette nouvelle génération décide donc de sortir du studio. Je ne sais pas si on peut revenir à la... Voilà, de sortir du studio pour photographier dans la rue. Et ce n'est pas une démarche radicale, puisque les photographes de l'ID, au départ, appliquent les exercices qu'ils ont appris au sein du cours fondamental dans la rue. Donc, par exemple, ici, à votre gauche, on voit une lightbox. Donc, c'est une boîte qui a été créée par Nathan Lerner quand il était étudiant au New Bauhaus et qui devient un exercice phare du cours fondamental, où en fait donc, il s'agit d'une boîte en carton perforée à l'intérieur de laquelle on peut suspendre des objets, et à l'aide d'une source lumineuse ou de deux sources lumineuses, on crée comme ça des effets d'ombre et de lumière, des tonalités différentes. Et finalement, a fortiori, quand les élèves comme Kenneth Josephson finissent par sortir dans la rue, ils appliquent en quelque sorte ces principes de lightbox. Et par exemple, ici, il s'agit d'une photo où on voit les jeux d'ombre et de lumière dans le centre-ville de Chicago à partir du métro aérien. Donc la diapositive suivante, là c'est juste pour vous montrer un peu des exercices, mais on peut y revenir.
En fait, c'est un exercice qui s'appelle « Anything that glitters is not gold ». Et le but de cet exercice, c'est de rechercher justement des objets prosaïques comme ça dans l'environnement urbain, de les isoler de leur environnement et finalement d'en faire des objets de design différents hors du contexte de la ville. En sortant dans la rue, les étudiants se confrontent aussi à la dimension sociale et documentaire de la photographie. Ils commencent à photographier les habitants de Chicago. Je sais pas si on... Et donc, vous voyez ici, par exemple, une photographie de Yasuhiro Ishimoto qui utilise l'exercice du Sky Problem, qui est un exercice inventé par Callahan. Il s'agit en fait de photographier une image où 80% de l'image représente le ciel, de manière à créer des contrastes et à travailler sur les tonalités. Et ici, Yasuhiro Ishimoto choisit de photographier un petit garçon afro-américain avec... bon, on ne voit pas très bien l'image comme ça en diapositive, mais enfin, dans la revue, la reproduction est beaucoup plus intéressante. Et puis, donc, pour finir, à la croisée donc, de cette photographie dite documentaire et de la photographie expérimentale, la ville est donc utilisée pour expérimenter le potentiel expressif de la photographie. Et c'est un peu une constante du New Bauhaus à l'Institute of Design et de quelqu'un comme Laszlo Moholy-Nagy et de ses successeurs. C'est l'idée qu'en expérimentant, l'élève apprend à maîtriser les procédés photographiques et qu'il peut devenir un créateur de formes. Donc sur la page de droite, c'est plutôt la génération des années, fin des années 50, début des années 60. Donc vous voyez comment les élèves utilisent un vocabulaire de design et qu'ils l'appliquent à la photographie. Par exemple, Kenneth Josephson utilise la typographie en photographiant des façades qui, comme ça, créent des lettres et des mots. Barbara Crane, à l'aide de la double exposition, superpose le visage de passants et les néons des magasins. Et puis Rieke Metzger, pareil, en tournant sa caméra vers le ciel et en utilisant les expositions multiples et en tournant en même temps sa caméra, enfin c'est très élaboré comme vision, il crée comme ça une sorte des lignes de découpage dans la photographie. Donc voilà, enfin pour finir, c'est vraiment l'idée que le passage du studio à la rue a permis au sein de l'Institute of Design de Chicago de passer d'une formation de designer qui se servent de la photographie un peu comme d'une boîte à outils et comme un outil d'expérimentation à une formation d'artiste photographe. Merci beaucoup. Enfin, je présente Alexandra Midal, qui est donc historienne du design, commissaire d'exposition indépendante et professeure à la HED à Genève. Bienvenue. Merci, bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, je suis ravie d'être en si bonne compagnie. Je suis ravie d'avoir pu collaborer avec vous pour cette revue si prestigieuse et si belle aussi en termes de graphisme, vraiment. Et merci donc beaucoup, Éléonore, pour cette invitation. Moi, je trouve ça très bien qu'on passe juste après parce que effectivement, ça m'enchante d'entendre ça sur Laszlo Moholy-Nagy qui s'est battu tout le temps au Bauhaus pour avoir un département film qu'il n'est jamais arrivé à obtenir, on le sait. Et moi, en fait, je suis entrée en contact vraiment avec la question des IMS et de la photographie à travers la question de la diapositive projetée. Ça vous rappellera une exposition il y a quelques années. Et c'est vraiment à travers cette question-là que j'ai commencé à m'interroger sur l'importance des IMS, parce que moi-même, j'étais assistante de Dan Graham et qu'on parlait beaucoup de quelque chose que je réalise maintenant à titre personnel, qui sont des essais visuels. Et en découvrant à la fois dans un livre de Pat Kirkham, mais aussi un livre de Ims Dimitrios, le fait que les IMS avaient, comme le rappelait Éléonore, et comme le montre un peu la photo derrière Sébastien, avaient consacré un espace entier au sein de leur studio de design
à la photographie dans leur studio 901 à Venice, enfin à Santa Monica, eh bien, je me suis demandé qu'est-ce que venait faire cette quantité complètement folle de photographies au sein de leur travail. Et au fur et à mesure des recherches que j'ai pu mener, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas de quelque chose d'extérieur au design. Il ne s'agissait pas, même s'il y a un fond très intéressant de photographie des objets, de photographie du mobilier, avec des innovations, des inventions, un regard absolument fabuleux. Néanmoins, il y avait toute une partie qui était beaucoup moins connue, qui était un fond photographique qui leur servait à réaliser ce qu'ils ont appelé des awareness shows, des expositions qui nous permettent de prendre conscience. Et ça, j'ai trouvé que c'était un point absolument sidérant. C'est des films qui sont pas très connus, alors qu'on connaît bien plus des films comme Powers of Ten ou Solar Do Nothing, La machine qui ne fait rien, etc. Donc on connaît bien ce type de film avec une forme de narration, d'explicitation. En revanche, les awareness shows n'ont pas été montrés, eh bien, on peut dire depuis très longtemps, depuis les Norton Series, que les IMSS avaient fait à l'occasion d'une invitation dans une grande université prestigieuse américaine. Ça, c'était le premier point. Donc, rentrer dans ce travail par cette question de l'image et puis découvrir par la suite que l'image pour les IMSS signifie quelque chose de tout à fait particulier. Pour eux, il s'agit d'un langage. Alors, ils sont très, très proches des théories de Kepes, hein, justement. Vous parliez de l'Artistique de Chicago, et puis après le passage avec le MIT. Ils sont vraiment férus de ce qu'ils peuvent lire et partager autour à la fois des théories de la communication et des théories de Kepes sur l'idée qu'il serait possible d'inventer un langage universel. On est là dès les années 50. Hein. Et cette idée d'un langage universel permettrait de passer outre ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire parler. L'idée, c'est qu'il y a une supériorité du visuel sur le langage et qu'il ne serait pas forcément nécessaire en chaque occasion, ni dans la transmission du savoir à des jeunes étudiantes et des étudiants, ni dans une relation qu'on pourrait avoir pour expliquer les choses, ici devant vous ou dans d'autres circonstances, de passer par eh bien, la discursivité qu'ils estimaient finalement être moins puissante et moins valide que ce langage universel de l'image. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui me paraissait vraiment, vraiment important. Ils ont donc constitué une bibliothèque de données et sans cesse, ils ont redistribué les cartes. On retrouve les mêmes séries de photographies. Eux, c'est essentiellement des diapositives. Hein, c'est de cette manière-là qu'elles sont stockées, qu'ils vont utiliser en les montant et les remontant sans cesse pour développer d'autres sens, d'autres contenus. L'idée, c'est pas du tout de faire quelque chose qui se lit dans une sorte de structure narrative facile. L'idée, au contraire, c'est de proposer une avalanche d'images, mais avec des thématiques tellement récurrentes que finalement, au lieu de s'accrocher à une seule image, le regard du spectateur peut se concentrer en réalité sur les idées qu'ils veulent communiquer et non pas se perdre dans un détail. Donc c'est un vrai projet extrêmement inventif, extrêmement révolutionnaire même, on peut le dire, même si ce n'est pas les seuls à essayer de penser par les images, mais ni à cette époque, ni dans d'autres territoires et d'autres pays, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose d'absolument saisissant dans ce qu'ils proposent, c'est-à-dire se passer des pages d'explication grâce à la photographie. Enfin, et c'est l'avant-dernier point, la profusion d'images qu'on va trouver chez les IMSS, c'est ce que j'explique dans le texte aussi, leur sert aussi à sortir de l'idée bien courante et pas totalement exacte et historiquement totalement fausse, on peut même le dire, selon laquelle le design serait assujetti aux lois du marché, qu'il serait un produit du capitalisme, que les designers seraient voilà, des suppôts du capitalisme avec deux cornes sur la tête. Il n'en est rien. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, je ne me permettrai pas, mais néanmoins, enfin d'histoire du design, néanmoins, il y a quelque chose chez les IMSS ici qui se déclare quand Charles IMSS dit très clairement que le rêve de la modernité est incomplet et qu'il ne peut arriver à accepter que cette production mobilière qu'il a dessinée, pour laquelle il a travaillé, reste en l'état, c'est-à-dire finalement assez coûteuse
en définitive, pour les objets produits. Et pour lutter contre ça, voyant qu'il a très peu de pouvoir face justement au marché, sa lutte, sa révolution, sa contre-proposition va passer par le design d'information, par les images. Le dernier point dont je voulais parler, c'est qu'il est temps aussi de réhabiliter Ray Eames. On parle tout le temps de Charles Eames, on dit tout le temps Charles et Ray Eames. Ray Eames, qui était une étudiante en art, une étudiante d'Hoffmann, avant d'arriver, de rencontrer Charles Eames, lorsqu'il est étudiant à Cranbrook et qu'il fait un petit studio secret de photographie en cachette pour pas que le directeur de l'école des Beaux-Arts découvre ça, eh bien, elle est non pas la femme de, non pas dans l'ombre de Charles Eames, même si c'est souvent de cette manière-là que les choses, que l'histoire nous l'a raconté, on le sait aujourd'hui, on retravaille sur ces questions de relecture de l'histoire. Il est évidemment extrêmement essentiel aujourd'hui, peut-être, et j'en finirai avec ça, de parler de Ray et de Charles Eames. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour ces résumés un peu rapides, un peu de vos textes, mais qui, je suis sûr, vont donner envie effectivement de se plonger dans cette littérature comme je l'ai fait pour préparer cette soirée, et qui, je trouve, articule d'un texte à l'autre certaines thématiques que je trouve particulièrement intéressantes, et notamment par rapport à ce que chacune et chacun viennent de dire. Si on passe effectivement des albums massiers aux images, au Bauhaus, à l'usage de la photographie au Bauhaus et le rôle qu'on essaie de lui donner, ensuite à l'Institute of Design de Chicago pour arriver finalement à l'usage qu'on a les Eames, on a l'impression que la photographie joue un rôle souvent de détonateur ou de rupture par rapport à une pratique du design, et où la photographie devient peut-être finalement une solution pour dépasser peut-être certains aspects peut-être trop classiques ou répétitifs, et où la photographie devient comme ça peut-être un détonateur. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait résumer comme ça aussi rapidement, mais Eleonore Chaline peut-être? On peut répondre peut-être un peu. Oui. Enfin, je sais pas, c'est une question très vaste quelque part, mais je me dis, en vous écoutant, je me disais, d'un côté, on peut aussi se dire que le designer vient aussi en partie du dessinateur industriel. Enfin, il y a cette question du conseil en image, mais aussi du dessin industriel. Donc peut-être le premier outil, et tu me diras Alexandra si je fais fausse route, mais c'est plutôt le dessin en fait. Et puis le contact direct aussi avec la question du dessin des modèles non bon, et en fait la photographie arrive aussi. Alors, elle va être utilisée dès le 19e siècle, et c'est ce que j'essaye de dire aussi dans l'introduction à propos des expositions, de la place de cette immersion dans les images qu'on a pour la reproduction des objets, que une grande partie des machines, de ce qu'on ne peut pas déplacer, de ce qui serait trop volumineux, va être finalement remplacé en quelque sorte. La photographie joue la substitution, quelque part, des objets. Et donc, il y a cet aspect-là, je pense, qui est très fort dès le 19e siècle. Et puis après, avec le Bauhaus et au 20e, il y a cette idée que la photographie incarne une forme de modernité. Donc, je pense aussi que pour des jeunes créateurs et des designers, s'emparer de cet outil, qui est aussi un appendice de la vision, enfin, une autre manière de voir avec l'objectif photographique, peut produire d'autres choses que d'autres outils déjà employés par les designers. Je pense que c'est aussi ça qui intéresse dans le médium photographique lui-même. En tout cas, dans la photographie comme ensemble de techniques possibles. Là, dans le numéro, par exemple, on voit l'utilisation du photogramme, donc plutôt photographie donc sans appareil, et puis l'utilisation de certains types d'appareils aussi photographiques qui vont permettre d'avoir telle ou telle vision en noir et blanc, puis en couleur. Et je pense que c'est un point très important pour comprendre ce rapport, en tout cas, entre les designers et la photographie, comme vrai moyen de voir, je pense. Voilà. Est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose sur ce point? Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que
j'étais assez intéressé par cette manière que ces albums des verres décoratifs sont utilisés, où on pouvait décalquer dessus et qu'il y avait encore les traces finalement du travail d'étudiants hein, sur ces images. Je trouvais que là, il y avait un rapport vraiment physique et non plus uniquement d'observateurs, mais vraiment des modèles sur lesquels on va pouvoir travailler, manipuler et même détruire à quelque part, ou en tout cas altérer. Et je trouve que là, le rapport de la photographie me semble vraiment très important pour ceux qui les ont utilisés. Enfin, il y a vraiment un rapport presque personnel avec l'image. Et vous l'avez répété, en plus, c'est la seule, finalement, le seul fond connu qui permet finalement d'accéder comme ça physiquement à ces images. C'est vrai que ces albums, ils sont composés de photographies et de gravures également. Je pense qu'effectivement, la nature de la photo fait qu'on repère beaucoup plus facilement les traces que dans une gravure de papier où effectivement on verrait moins si la gravure a été décalquée ou pas. Mais c'est que la photographie, elle vient vraiment, ce que disait Eleonore, compléter ce qui était proposé avant par le dessin ou la gravure en fait, et aux arts décoratifs ou dans ces institutions, ces bibliothèques, etc. au 19e siècle, la photographie, elle est vraiment là pour compléter. C'est un arsenal de plus de vulgarisation, c'est le terme un peu à la mode de l'époque, et de pédagogie en fait. Elle n'est absolument pas vue, pas forcément vue comme quelque chose qui serait effectivement détonateur. Ça, je pense que c'est ce que tu disais, Léonore, effectivement un peu plus tardivement. Quand des architectes décorateurs, des gens comme René Herbst, comme René Zuber, etc., ou Laure Albin Guyot vont aussi essayer de travailler à partir d'autres, enfin de renouveler les décors avec la photographie, donc proposer des frises à base avec des photographies, des décors de paravent avec de la photographie, etc. Donc là, effectivement, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la rupture par rapport à ce qui se faisait avant, mais au 19e siècle, on est encore vraiment dans ce travail d'inspiration plus que de... Vous avez dit le mot pédagogie, mais c'est vrai que dans plusieurs cas que vous traitez, que ce soit les IMSS par rapport à l'usage de leur show, leur diaporama, de ces albums qui sont mis à disposition, des exercices qui sont faits à l'école à l'Institute of Design de Chicago ou au Bauhaus, on est vraiment dans des esprits de pédagogie où le design et la photographie se nourrissent l'un l'autre dans un esprit pédagogique. Moi, je pense que c'est un axe effectivement hein, extrêmement important, cette question de la pédagogie, tout simplement parce que ça reste un endroit où c'était possible pour un certain nombre de designers de faire des expérimentations. Ils ne pouvaient certainement pas les faire dans la relation qu'ils avaient avec une maison d'édition d'objets ou de meubles. Donc effectivement, la question en ce qui concerne les IMSS, mais ce n'est pas les seuls, hein, évidemment, leur awareness show, leur première expérience, elle est d'ailleurs commune avec Alexander Girard et avec George Nelson. Girard, il va être plutôt attaché à travailler sur des odeurs synthétiques. Il va passer à travers les tuyauteries d'une école. Et en fait, ils ont une énorme bourse de la Rockefeller Foundation, tous les quatre. Et puis, ils vont s'essayer à faire un cours par les images. Par la suite, on va retrouver un peu cette idée-là. Je pense que vous connaissez ça mieux que moi, mais effectivement, la Knowledge Box de Ken Isaac, c'est exactement ce type de projet, c'est-à-dire une éducation par le regard, mais pourquoi aussi? Parce que cette question-là, c'est de laisser l'étudiant ou laisser le sujet faire l'expérience seul. Alors là, dans le cas des IMSS, c'est différent. Il y a une quantité de gens qui regardent. Dans le cas de la Knowledge Box, c'est une personne à la fois. Et dans certains dispositifs de Ken Isaac, on retrouve ça. C'est-à-dire vraiment être seul sans pouvoir compter sur le regard de qui que ce soit, ni pour s'appuyer, ni pour être jugé. Donc on n'est plus dans la relation qu'on connaît un peu, qui est celle de l'enseignement. L'étudiant est seul face à sa propre responsabilité et son regard. Et ça, je pense que c'est des choses vraiment très, très importantes hein, qu'il est bon et utile de souligner. Mais pour répondre à cette question du détonateur, moi, je voudrais juste dire une chose. Je pense que de catégoriser comme ça les différentes disciplines, c'est quelque chose qui a été beaucoup fait par les institutions. Je ne vais pas revenir sur un travail aussi diversifié que Carlo Molino, parce qu'on n'a pas le temps, mais enfin, quand même,
on voit bien qu'il n'y a pas à choisir. Hein. Et pour moi, cette relecture que je fais de manière très anachronique sur les IMSS, par exemple, ou sur d'autres, évidemment, elle est sous le joug de l'intermédialité, c'est-à-dire vraiment aussi de revendiquer pour le design, ce qui est très compliqué aujourd'hui, aussi bien dans nos écoles que dans les pratiques des designers ou les institutions, la possibilité pour les designers d'être capables de prendre possession, et l'histoire nous prouve qu'ils ont toutes les raisons de le faire, de médiums qui, a priori, ne seraient pas ceux qui leur sont attribués. Absolument, et c'est, je crois, dans votre article que vous parlez à un moment de rapport entre photographie et design en parlant de céramique et de textile, photographie sur céramique et sur textile. Ça, c'est vraiment un élément extrêmement intéressant parce qu'on n'est plus dans un face-à-face, on est vraiment dans une... C'est vrai qu'il n'y a pas d'article là-dessus dans le numéro, mais il y a des recherches qui ont été faites sur l'idée d'apposer de la photographie donc, à la fabrication de textiles, l'utiliser aussi pour de la céramique et puis du mobilier. Là, je pense que beaucoup d'entre vous peut-être l'ont vu, cette exposition Perriand, voilà, du mobilier photographique finalement, qui est, je pense, ça c'est un croisement qui est aussi très intéressant et qu'aurait pu figurer dans ce numéro. Bon, on a fait des choix. Et puis, non, je voulais revenir sur ce que tu disais à l'instant sur cette question de l'intermédialité. Et quand on croise comme ça des champs, donc là, les historiens finalement, d'un côté des historiens de la photographie, de l'autre des historiens du design, on voit que des deux côtés, finalement, c'est pas si évident que ça d'arriver à produire véritablement cette histoire d'entrecroisement. Et au début de ton article, tu dis justement que l'histoire du design est rarement envisagée du point de vue de cette intermédialité et de l'utilisation d'autres médiums. Et bon, peut-être que c'est des développements possibles de l'histoire du design, que ce soit la photographie ou le film d'ailleurs. Et on s'y travaille. Ouais. Venez me rejoindre. Oui, en fait, je voulais rebondir sur donc l'idée de pédagogie qui fait le lien entre la photographie et le design. Et c'est vrai qu'on retrouve ça beaucoup aux États-Unis, enfin dans les années 40 et 50, et c'est théorisé aussi par John Dewey, qui parle de l'art comme expérience et que l'individu doit... alors, c'est un aspect plus individualiste que fonctionnaliste par rapport à Molinage, mais c'est vrai qu'à l'Institute of Design, il y a cette idée au départ de partir d'ateliers où on aurait vraiment une pratique et du coup ça ne se fait que par l'expérience et c'est donc l'individu qui doit traverser ce champ d'expérience à travers différents matériaux et il peut les utiliser d'une manière ou d'une autre, c'est assez libre. Et puis, en ce qui concerne le département de photographie, par exemple, il y avait un refus des professeurs de montrer leurs propres travaux aux élèves, parce qu'il fallait vraiment qu'ils partent du cours fondamental notamment et de leur propre vision pour élaborer une œuvre ou tout simplement une diversité d'expériences qu'ils pourraient partager avec les autres élèves. Donc je voulais juste rebondir là-dessus. Et puis par ailleurs, je voulais préciser que le département de photographie, quand il a été créé, c'était un département de photographie and film. Mais c'était très marginal parce que le premier professeur, c'est Ferenc Berko, qui enseignait le film, et il est arrivé juste au moment où Laszlo Molinage décède, donc en 1946, et du coup, il a peu de moyens en place pour enseigner, mais ça s'est quand même fait jusqu'au début des années 50, où certains élèves, mais de manière vraiment... très périodique et parce que tout d'un coup ils se disaient j'aimerais bien réaliser un film, ils prenaient une caméra et puis ils allaient souvent d'ailleurs dans les rues de Chicago, voilà. Et j'avais lu un témoignage d'une élève qui était du coup dans ce département et qui avait raconté qu'elle avait vu les films de Charles and Ray Himes. Donc je pense que la projection au Merchandise Mart de leur film a eu un impact. Même si je n'ai lu que le témoignage d'une étudiante, mais sur les étudiants de l'Institute of Design. Voilà.
Merci. Peut-être encore une question pour Olivier Lugon et Alexandra Midal, puisque l'une enseigne l'histoire du design et Olivier Lugon plutôt l'histoire de la photographie. C'est comment est-ce que vous utilisez aujourd'hui justement l'image projetée dans ces visions, puisque vous les analysez, vous les étudiez, mais vous, dans votre pratique, est-ce que justement l'étude de la manière dont les IMSS ou dont d'autres ont utilisé des projections de diapositives, etc., a pu finalement modifier votre manière et votre système de pédagogie de montrer des images? Bon, et moi, il se trouve, ça m'intéresse énormément, la question des modes d'utilisation des images dans l'enseignement. Et j'ai une doctorante, Ariana Lorenzo-Sunière, qui travaille là-dessus, sur la façon dont les artistes américains des années 40, justement, d'abord dans le sillage du Bauhaus jusqu'au conceptuel, ont pensé le moment de montrer des images en parlant en conférence comme une pratique créative, sinon artistique. Alors bon, moi je ne fais pas des carnaval shows, ou disons, je parle comme des carnavals of slides, pardon, comme le disait Charles Sims. Donc il y a vraiment cette idée d'interaction d'une voix et d'une image, mais c'est évident que la pédagogie aujourd'hui, c'est aussi une gestion des images couplée à la parole. Et donc on revient à cette question de la pédagogie. Et effectivement, moi je pense que c'est absolument central. Et en vous écoutant, je me suis rendu compte que en fait, la question de la pédagogie, de la photographie comme un agent qui forme les gens, c'est au centre en fait, de tous les numéros de Transborder jusque-là. Et il me semble que le design, ce sont des objets formés, mais c'est aussi, enfin le design tel qu'il est pensé, peut-être depuis la fin du 19e siècle, en tout cas depuis le Bauhaus, ce sont aussi des objets qui forment les gens, disons, qui sont une façon d'aller vers une amélioration collective du goût. Et donc je pense qu'il y a effectivement le design vu par la photographie, c'est une sorte d'exacerbation aussi de cette force pédagogique des objets et des images. Et je pense qu'effectivement c'est réducteur de penser que la photographie n'est là que pour embellir des objets qui ne veulent qu'être vendus. Je pense qu'il y a plus que ça. Moi, je dirais déjà, l'histoire du design, sa naissance, c'est un cri de révolte. C'est une attaque contre la mise en place du capitalisme et du marché. Il faut quand même un tout petit peu se rappeler que le tout début de l'histoire du design, c'est pas un assujettissement à une quelconque doctrine capitaliste. Au contraire, c'est des marxistes proches de Engels qui décident de fonder quand même un mouvement et de tenter de renouer avec ce qu'est l'individu qui est un ouvrier enfermé dans un travail répétitif, et comment faire pour rester digne et humain dans un monde qui empêche de l'être. Ça, c'est quand même le fondement de départ de l'histoire du design. Et c'est pas voilà, les objets sont un viatique pour évoquer tout ça, et c'est important de voir que c'est ce cri de révolte qui porte au départ. Alors, il y en a plusieurs, cris de révolte, mais comme je l'ai dit, je ne faisais pas la chose là-dessus. Pour revenir vraiment sur votre question et rebondir sur ce que disait Olivier, eh bien, effectivement, de voir la photo assujettie au designer comme un élément purement pratique, c'est quand même extrêmement triste et inexact. Alors... Pour répondre là vraiment à votre question, Marco, sur ce que c'est, moi, dans mon enseignement, oui. Alors, c'est parce que je travaille dans un autre type d'environnement aussi, un environnement où d'école d'art, c'est très différent de l'université. Les enjeux ne sont pas exactement les mêmes. Voilà, donc...
moi, en fait, très très concrètement, et je peux le dire sous l'égide de 2 personnes qui travaillent avec moi sur, par exemple, les directions de mémoire, et Léonore et Sébastien, dans le master où je travaille, eh bien, nous, par exemple, nous avons mis en place le fait que les master thesis de nos étudiants peuvent prendre la forme d'images projetées, peuvent prendre la forme d'un discours par les images, hein, qui ne se balance pas comme ça, vous l'imaginez bien, mais que nous avons chaque année l'occasion de travailler avec certains étudiants. Donc déjà, dans la possibilité de penser ces essais visuels ou une théorie en images, on travaille sur ces questions-là à l'intérieur de ce département avec des très jeunes designers en formation. D'autre part, moi, dans mon enseignement, puisque moi, je pratique l'essai visuel, je me sers de ça. Et le confinement, je vous l'avoue, a été très propice à mettre beaucoup d'énergie. J'aurais aimé, je le dis clairement, et je l'ai demandé, je l'ai proposé, et je n'ai pas eu d'écho. J'aurais aimé qu'on puisse vraiment développer au sein de l'école où je suis un vrai travail autour de cette question-là pour répondre à une situation sans en être les victimes, sans en être prisonniers, à savoir donner un enseignement par Zoom. Comment est-ce qu'on pouvait réinventer un certain nombre de... Et je trouvais que justement les figures tutélaires de Isaac, de Eames, etc., moi, je les ai convoqués, évidemment, pour faire entendre ça. Mais bon, j'ai un peu prêché dans le désert, je vous l'avoue, l'échec a été total. Voilà, donc moi, à côté de ça, effectivement, avec des étudiants et des collègues, je viens de gagner un projet de recherche autour de Learning by Images. Donc, effectivement, comment les designers éducateurs utilisent les images pour essayer de communiquer. Donc, voilà, c'est vraiment un sujet dans lequel les étudiants sont impliqués. Et enfin, vraiment, pour répondre à cette question, moi, ce que j'enseigne à mes étudiants, à côté de la théorie du design et de l'historiographie surtout du design, c'est chaque année, on fait des films by designer. Donc, le centre même du travail que moi je mène en tant qu'enseignante à la aide, c'est vraiment d'enseigner à mes étudiants le travail avec les images, le film qu'on pourrait dire expérimental de designer. Et j'ai mis en place depuis maintenant 4 ans un festival du film de designer qui est resté encore assez confidentiel, mais en tout cas, voilà, qui existe et qui donne un petit peu d'écho à ce type de recherche. Alors, voilà, tout ça pour dire que oui, je pense que c'est quelque chose qui commence à s'enseigner et pas simplement chez nous. On peut le voir dans d'autres écoles, on peut voir en fait de quelle manière. C'est une question qui commence à en tout cas, travailler certains designers, certaines personnes, et surtout, puisqu'on parle vraiment de ça, qui intéresse beaucoup d'étudiants. Merci. Et pensez à nous pour le Festival du Design, il faut qu'on en parle. Oui, merci pour cette réponse. Et puis, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément de porosité en fait, dans l'apprentissage, dans la manière de se former. Et puis aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'on part du contemporain, je pense qu'aujourd'hui, ça résonne tout spécialement avec ce que vivent les étudiants et aussi la manière dont ils auront à utiliser les images, que ce soit d'ailleurs des images fixes ou le film. On voit bien qu'ils font appel à des gens à l'extérieur qui vont les aider à fabriquer leurs images, soit eux-mêmes en fait vont les produire. Et il y a aussi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes designers et de designers contemporains qui sont en fait aussi beaucoup des fabricants en un sens d'images, de visuels. Et un des points de départ du numéro, c'était est-ce qu'il y a aussi une tyrannie du photographique quelque part dans le domaine du design. Et puis pour revenir sur ces idées de pédagogie qui, je pense, en effet traversent une grande partie du dossier, il y a aussi... Ça fait réfléchir sur ce qu'est la nature de l'image photographique, finalement. Quel est le statut? Qu'est-ce que ça permet de voir? Qu'est-ce qu'elles permettent de voir qu'on n'aurait pas pu voir sans elles? Et là-dessus, il y a quand même des réflexions de théoriciens que moi, je trouve très éclairantes, et notamment chez Krakauer, sur cette idée que ça aplanit, que ça permet de voir le détail, que ça permet de voir aussi en une fraction de seconde quelque chose qu'on n'aurait pas forcément vu et sur lesquels on se serait pas arrêté en fait dans son propre environnement sans le passage par cette image fixe qu'est la photographie. Donc ça pour moi aussi c'est un des axes transversaux de ce numéro, c'est que fait la photographie finalement
c'est pas forcément en plus de la photographie d'objets, parce que je pense pas qu'il faille non plus réduire la relation entre la photographie et le design à ça, pas du tout. Mais que fait la photographie en fait? Qu'est-ce qui s'opère comme transformation? Et donc on voit aussi que ces questions de pédagogie, ce sont des questions de perception et de perception visuelle. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui traverse aussi tout ce travail à Chicago finalement. Comment la formation en design au départ permet aussi de relire la ville. Donc comment ça s'applique après à l'extérieur. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose de très important dans ce, je sais pas si... Oui, enfin, je suis d'accord. Tout à fait. Non, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai parlé de gestes, quand les étudiants décident d'aller dans la ville, que c'est pas un geste radical, en fait c'est une continuation vraiment de la pédagogie qu'ils ont reçue et une application à l'extérieur des exercices. Parce qu'en un sens aussi, pardon, que je voulais poser, la question c'était comment est-ce qu'on arrive à relire cette influence de l'enseignement à travers des photographies, qui sont des photographies prises dehors. Alors parfois on sait que ce sont des exercices qui ont été donnés, mais il y a aussi une difficulté qui est d'essayer d'évaluer en quoi ça impacte finalement directement la production des images. Et je veux dire là, dans cet article, je trouve qu'on le comprend très clairement parce qu'il y a ce parallèle qui est fait entre des types d'exercices et ce que ça va produire après dans le type de regard sur la ville et en particulier sur Chicago. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et d'après ce que j'ai étudié, c'est assez unique à Chicago parce que justement, il y avait cette école-là, qu'il y avait ces exercices-là à un moment donné et qu'on voit vraiment un basculement avec les successeurs de Molinage qui, sans être des héritiers du Bauhaus, loin de là en fait, s'intéressent justement aux outils du cours fondamental, mais décident de pousser leurs élèves parce qu'ils ont une démarche plus documentaire. Arthur Siegel, il est photoreporter, Harry Callan, même si c'est un photographe artiste, il crée à l'extérieur et pas dans le studio. Et du coup, il y a vraiment une combinaison tout d'un coup d'une scène photographique américaine qui, sans être des héritiers de cette école-là, s'intéressent aux méthodes et du coup ont cette capacité à implanter, à associer d'autres choses à ces pratiques photographiques. Et c'est assez unique dans l'histoire de la photographie, lié à une école et à une pédagogie. Voilà. Oui, vous citez un moment même dans votre texte Kjeld Helmer-Petersen qui à un moment dit que c'est pas la ville qui photographie mais c'est son architectonie. Et ça, je trouve extrêmement intéressant parce qu'à quelque part, lorsque Alexandra Midal parle justement des IMSS qui regardent leur production de meubles à travers l'objectif, et c'est une fois qu'il est vu à travers l'objectif qu'ils estiment si c'est réussi ou pas, etc. Donc il y a une évaluation d'abord à travers l'objectif. Je trouve que c'est une sorte de vortex qui relie finalement le design et la photographie, c'est-à-dire que c'est un passage qui se crée pour essayer, l'un comprend l'autre, l'un nourrit l'autre, et que c'est vraiment ce dialogue dont on parlait avant en utilisant le terme d'intermédialité qui fait qu'effectivement il y a quelque chose où le regard doit se modifie quelque peu à quelque part, quoi. C'est pas forcément l'objet qu'on croit voir qu'on regarde, c'est vraiment une nouvelle vision, pour utiliser un terme un peu ambigu dans le champ de la photographie, mais c'est un peu une nouvelle vision qui se constitue du coup sur l'objet. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport, justement, il y a cet article excellent de Catherine Jay, justement, sur l'usage d'Instagram, et elle cite quelques exemples, justement, de designers qui utilisent Instagram. Est-ce que vous avez l'impression que ce système, ou en tout cas que cette application photographique dont tout le monde peut s'approprier, professionnelle ou non, modifie aussi ou amène un nouveau paradigme par rapport à cette relation entre design et photographie ? Je ne suis pas du tout spécialiste d'Instagram pour le coup. Je suis devenue membre très tard et c'est vrai que je ne suis pas beaucoup dessus. Mais je pense que ce qui est peut-être, en tout cas dans la manière dont elle soulève la question dans l'article, c'est finalement
cette plateforme qui est aussi une vitrine qui va permettre de promouvoir des objets, comment est-ce qu'elle est utilisée par certains designers qui vont aussi pouvoir l'utiliser parfois de manière un peu différente, comme une prise de notes, en fait. Elle parle de pratiques de notation, parce qu'il y a aussi tout le volet commentaire, finalement, qui va accompagner les images. Et puis, comment ça leur permet aussi potentiellement d'organiser une sorte d'archive, en tout cas de collection, et de collecter chez d'autres des images, et eux-mêmes de forger leur propre ensemble, en fait. Donc on est finalement dans des pratiques qui existaient déjà, qui étaient celles de la collecte visuelle et des collectes photographiques, et qui trouvent un nouvel outil, je dirais. Je ne sais pas si c'est fondamentalement nouveau, et j'avoue que pour le coup, je ne pratique pas assez Instagram pour vraiment me rendre compte de ce que ça peut modifier profondément. Je ne sais pas si quelqu'un a des lueurs là-dessus. Est-ce que quelqu'un a un compte Instagram spécialisé en design Mais c'est vrai que c'est peut-être la suite alors ultra contemporaine des albums massifs, c'est-à-dire des collections effectivement qui peuvent devenir, puisqu'elles sont la plupart publiques, en tout cas disponibles ou accessibles, devenir des sortes de collections de modèles peut-être, ou facilement imprimables. On voit que ça invite à la typologie quand même. Donc voilà. Après c'est assez différent des albums massiers, parce que tu me diras, mais les albums massiers, c'est quand même ce but justement de pouvoir être consulté par les lecteurs de la bibliothèque en vue d'une formation, en vue de trouver des modèles sur des thématiques. Et il y a aussi cette idée de combiner les images, en fait, de pouvoir les rassembler par thématique pour qu'elles soient facilement trouvables. Donc il y a finalement aussi cette envie à la fois de posséder une sorte d'inventaire visuel sur des thématiques, mais en même temps de le rendre pratique et utilisable par des lecteurs de bibliothèques, et peut-être sur le public de cette bibliothèque, qui est, je pense, très, très intéressant aussi, notamment au XIXe siècle. Puis moi, j'ajoute une question pour toi, Sébastien, parce qu'on voit qu'il y a quand même, finalement, les collections de photographies dans les musées d'art décoratif ou d'art industriel ne sont pas forcément tout à fait ce à quoi on s'attend. Il n'y a pas que des reproductions d'objets, etc. On le voit très bien dans l'exposition que tu viens d'ouvrir, enfin qui s'est ouverte en avril dernier au MAD, que finalement cette collection, elle est presque insaisissable, parce que elle va dans beaucoup de directions, et c'est aussi ça qu'il faut explorer, je pense, dans ces rapports entre photographie et design, photographie et art décoratif. Alors, pour le public de la bibliothèque, c'est vrai qu'il évolue au cours du temps. En fait, quand la bibliothèque elle est située place des Vosges à Paris, donc c'est dans le quartier du Marais. À l'époque, c'est un quartier vraiment manufacturier où il y a beaucoup d'ouvriers, de manufactures. C'est là où sont les artisans aussi. Donc en fait, c'est un public qui est composé essentiellement d'ébénistes, de joailliers, d'artistes décorateurs, ce qu'on appelle aussi des dessinateurs industriels, etc. Et c'est quand l'institution va s'implanter rue de Rivoli, donc au sein du Palais du Louvre, les choses vont changer. Bon, déjà, c'est 50 ans plus tard, mais en plus, effectivement, il y aura plus d'amateurs, de collectionneurs, de chercheurs, d'enseignants, et aussi beaucoup d'architectes, par exemple. Donc c'est vrai que le public a évolué, néanmoins l'offre proposée par ces albums était effectivement toujours la même, c'est-à-dire quelque chose de très social, dans le sens où ça doit être accessible pour tout le monde, donc des thèmes qui sont très faciles d'accès, peinture, mobilier, allégorie, etc. On n'a pas besoin d'un savoir préalable, parce qu'on sait globalement ce qu'on va pouvoir trouver dedans. Et c'est vrai que les images, elles sont retirées aussi de leur contexte de publication, de prise de vue, etc. En fait, la seule information qu'il y a, c'est le sujet de l'image et le donateur, probablement pour stimuler d'autres dons, mais jamais le photographe. Si la photographie, s'il n'y a pas le tampon, on ne sait pas quel est le photographe, par exemple. Donc il y a vraiment effectivement ce côté très, très accessible et très... Tu parles aussi d'une collection, effectivement, ils disent à l'époque, des spécialistes du textile disent qu'un décorateur de textile ne va pas regarder uniquement la série sur la mode ou les textiles, mais va aussi regarder les céramiques ou les peintures en fonction du détail qu'il veut. Donc effectivement, c'est très poreux en fait, tout ça, même si aujourd'hui on a l'impression que tout est un peu classé, y compris chez nous, il y a quelque chose de très poreux. Et ça m'amène effectivement à ce que tu disais comme sur
surprises est possible. Effectivement, il faut croiser ce qui est histoire de la photographie, histoire aussi institutionnelle, parce que c'est aussi l'histoire de l'institution qui va expliquer les fonds. Nous, on a par exemple des photographies aériennes prises pendant la Première Guerre mondiale, on a des photographies exposées en 1916 qui montrent le retrait des populations serbes en Albanie, et ça aussi, ça s'explique par l'histoire des expositions qui ont été accueillies. Donc, il faut effectivement croiser les approches, les disciplines et tous les facteurs pour comprendre des fonds qui peuvent être très surprenants. Et aussi le fait qu'une institution aussi ancienne, 1864, on a longtemps aussi été un petit peu sans concurrence. Il y avait la BNF, il y avait l'école des beaux-arts, etc., mais très peu. Donc en fait, les dons aussi, arrivés en 1904 ou avant ou après, peuvent aussi être très surprenants. Et c'est vrai que dès les premières expositions, dans les années 1860, on a des choses, même si on est dans la vulgarisation, on a des choses très surprenantes comme des vues d'Algérie, des photographies d'insectes géants, enfin les photographies géantes, c'est pas les insectes pardon, qui sont géants, c'est les photographies, c'est des agrandissements photographiques, des portraits, etc. Donc tout de suite, et c'est aussi propre au 19e, il y a quelque chose de très très ouvert et qui est important, effectivement. À partir de quand ces albums ont cessé d'avoir une utilité auprès des designers, des artisans? Ça s'est probablement un peu estompé avec le livre, en tout cas dans les années 20-30. Ça, c'est Anne de Mondenard qui le dit dans le catalogue. Les gens vont avoir plus recours au livre, à l'imprimé, moins au tirage original, etc. Donc il y a peut-être un petit essoufflement, en tout cas du côté de l'enrichissement de ces collections. Mais néanmoins, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui les regardent, qui les consultent, etc. Donc ça a été très vraiment dans le temps. Et d'ailleurs, si on a commencé la rupture finalement, on pourrait reprendre ce terme, sur cette conscience patrimoniale sur ces photographies, elle se fait seulement dans les années 1980, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui disparaissent, donc ils existent encore en 80, et au contraire, il y a même ce basculement où ça devient des objets patrimoniaux. Donc effectivement, il y a ce côté utilitaire qui peut changer, mais qui est encore présent. Est-ce que le MAD acquiert des photographies contemporaines, enfin développe le fonds photographique ou ne fait que conserver les fonds qu'il reçoit ou qui lui sont donnés? Est-ce qu'il y a une volonté aussi de faire progresser le fonds, de le développer avec le contemporain? Effectivement, aujourd'hui, oui. On l'a fait un peu de ces dernières années dans la mode, mais néanmoins, l'idée de l'exposition, c'est de montrer aussi la légitimité du musée des arts décoratifs sur ce terrain-là, et donc d'acquérir aussi de nouveau de la photo. Ça s'est estompé, donc photo de mode, photo publicitaire, mais même des choses probablement plus larges, la photo d'architecture, et aussi essayer de nouveau sortir un peu des clous, ça serait bien. Très bien, merci. Je me tourne vers le public aussi pour savoir s'il y a des questions parmi vous. Oui, Marc Donadieu, conservateur en chef de l'Élysée, qui a une question. De l'école des beaux-arts. On peut d'ailleurs se demander si ces copies en plâtre sont des objets de design ou pas. Certains, à l'échelle même des monuments architecturaux qui sont censés représenter, est-ce que tout ce phénomène de... Il y a quand même une certaine époque où on a fait en effet un enseignement par la copie. Est-ce que c'est l'héritage de l'enseignement du Louvre, donc des copies du Louvre, et à la fois, je trouve ça très intéressant, à la fois aussi c'est très normatif. Donc vous avez parlé de la spécificité de la photographie par rapport à la transmission et la pédagogie, mais on a d'autres formes comme par exemple les plâtres, les moulages, etc. Donc est-ce qu'on peut faire un parallèle au point de vue historique, au point de vue des catégories d'enseignement? Et est-ce que du coup maintenant ce type d'enseignement par la copie est devenu complètement obsolète et le devenir c'est en effet d'être uniquement des choses patrimoniales?
Moi, juste sur l'aspect un peu historique, c'est vrai que le recours à la photographie se fait aussi à peu près en même temps que le plâtre. C'est-à-dire que le musée d'art décoratif, quand il ouvre un laboratoire de photographie en 1883, il ouvre la même année un atelier effectivement de moulage en plâtre où on fait des copies qui sont ensuite envoyées aux écoles. Après, je ne connais pas bien la collection du musée des monuments français, mais je pense que ça participe du même mouvement. Effectivement, le Louvre, quand il a un contrat d'exclusivité avec Braun, c'est aussi en 1882, donc tout ça se fait un peu dans les années 1880. Après, sur la question contemporaine, ça, je laisse le micro. Peut-être juste pour rebondir sur la différence avec photographie et copie, moulage, je pense qu'il y a un enjeu fondamental pour la photographie, au-delà de la question du design, on dit toujours c'est une reproduction, mais c'est toujours une reproduction qui est malléable dans les échelles. Et ça, je pense que c'est un point vraiment très, très important. Et quand on feuillette les exemples, on voit de l'introduction ce défilé de ces images qui ont marqué l'imaginaire moderne et où on retrouve ensemble des vues d'échangeurs autoroutiers et puis de la microphotographie. Et je me demande si ça n'a pas eu un impact vraiment très très fort sur l'idée même qu'on pouvait se faire de ce que peut le design, c'est-à-dire de quelqu'un, un architecte, il est à peu près dans une dimension qui est celle du bâtiment. Un designer, il peut être vraiment dans une dimension très très multiple. Et on voit l'ampleur qu'a pris le mot design en fait pour ce que ça peut recouvrir. Et donc, je pense que ce jeu avec les échelles, c'est absolument fondamental. Enfin, en tout cas, oui, dans l'enseignement, il y avait cette idée que les propriétés de la photographie permettaient d'élaborer du coup un langage du design avec la réduction des échelles, le fait qu'on utilise la macrophotographie, la microphotographie, enfin que ça faisait partie du langage de la photographie et que du coup, ça permettait aux designers d'accéder à, on y revient, mais à une nouvelle vision des objets sur lesquels ils travaillaient. Et ça me paraît très important. Ouais. Ouais, ouais. Mais du coup, ça ne répond pas à la question d'à côté. Mais... Ah oui, question moulage, photographie. Alors, il y a une thèse qui est en cours d'Alice Aigrin sur l'histoire des musées photographiques de médecine, qui montre en fait très bien, par exemple en dermatologie, etc. C'est pas une thèse qui est achevée, mais bon, et elle montre très bien comment on va utiliser cette complémentarité entre les images photographiques et le moulage pour en fait permettre l'apprentissage de la dermatologie et ou de la médecine d'une manière générale. La grande, je pense, différence aussi, et ça rejoint un peu ce que disait Olivier, je pense que ces images qu'on voit reproduites ici sur le papier, on voit aussi qu'on va pouvoir potentiellement multiplier la reproduction des images photographiques dans le livre. Alors, dans les albums Massier, c'est un peu différent parce qu'on découpe en fait des choses qu'on veut voir, qu'on veut rester, parce que derrière, et c'était le premier numéro de Transborder finalement aussi, c'est qu'on ne sait pas comment on va pouvoir retrouver les images photographiques qui se multiplient dans toutes les publications à partir de la fin du 19e siècle. Comment est-ce qu'on les retrouve puisque les classements de bibliothèques fonctionnent pour les ouvrages, mais ils ne fonctionnent pas pour les images. Donc il y a, je pense, au-delà de la question du design, aussi ce point-là dans le rapport, dans la question qu'on pourrait poser entre moulage et photographie. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Non. Bah si, quand même. Mais... Je voulais aussi avoir votre point de vue sur un ouvrage qui n'est pas unique, mais pour moi qui est symptomatique. C'est un des premiers livres du designer anglais Jasper Morrison. Si ce n'est le premier, c'est quasiment le premier à avoir été diffusé, qui est donc un livre d'images, sans texte sauf le titre,
et la couverture n'a pas d'image, qui doit s'appeler de mémoire leçon d'objet ou livre sur les objets, non? Voilà. Et donc, dont le contenu est un certain nombre d'images dont on ne sait pas si c'est des images trouvées, des images d'archives, des images qu'a fait Jasper Morrison. Enfin, pour le lecteur lambda, c'est assez ambigu et qui lui a servi à se positionner. Donc, il se positionne en tant que posture et quelque part, il vend une spécificité de son regard sur le design à travers un livre d'images. Alors plus précisément, cette histoire, elle est liée à une invitation que reçoit Jasper Morrison en 1985 à l'Institut Europeao à Milan, je crois, si je ne m'abuse. Et en fait, Jasper Morrison, pour ceux qui le connaissent, c'est un taiseux. Il n'aime pas du tout parler. Et il trouve l'idée géniale, mais comme on a pu le voir, les IMS avaient fait avant exactement le même type de projet. Il découvre l'idée géniale d'aller à cette conférence qu'il doit donner face à ce parterre d'étudiants en ne disant rien et en réalisant une série de diapositives qu'il va montrer. Il explique au tout début de la séance qu'il va être, pendant tout le temps où les étudiants regarderont cette présentation dans le café en face, en train de les attendre s'ils veulent boire une bière avec lui. C'est extrêmement important. Alors, les images, il explique à plusieurs reprises d'où viennent ces images. Vous avez l'air de connaître Jasper Morrison, donc c'est quelqu'un aussi qui est vraiment armé d'une bibliothèque extrêmement conséquente. C'est un lecteur, mais c'est aussi un regardeur. Très clairement. Et donc les séries des images qui sont utilisées sont des images, pour la plupart, presque toutes prélevées dans d'autres types d'ouvrages, de design ou pas. Et enfin, quand on voit le film, il y a 3 types de musique différentes et on peut entendre La mer de Charles Trenet par exemple, suivi d'une bossa nova, voilà, pendant qu'on regarde. Alors, le livre a été produit après. Il a été produit après. Dans un deuxième temps, tout avait disparu. Il raconte comment il a trouvé ce graphiste qui avait gardé les planches, mais quel miracle. Et donc, il a décidé à la fois donc, de le faire en film, mais bon, ça reste le même modèle, et d'en faire un livre dont la première édition, je crois, était chez Lars Müller. Alors, c'est extrêmement intéressant de parler, évidemment, je me permettais de donner des détails, mais c'est extrêmement intéressant de parler effectivement de ce projet-là, parce qu'on revient quand même sur cette idée de se dispenser du discours pour faire parler les images à sa place. Alors, les images et les relations entre les images et comment les images vont elles-mêmes, par ce montage, reproduire, enfin en tout cas, énoncer un type de discours dans lequel, alors chez Jasper Morrison, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est presque à chaque fois, enfin en tout cas au minimum 2 images mises l'une à côté de l'autre de façon à créer vraiment cette juxtaposition et ce regard en fait d'appréhension par l'image. C'est dans l'histoire du design une chose extrêmement importante. Si on revient au tout début, vers 1849-51, quand Richard Redgrave et Sir Henry Cole fondent le Journal of Design and Manufactures, le premier journal dédié à la question du droit d'auteur et du designer, eh bien la première chose qu'ils font, c'est qu'ils demandent à recevoir des dessins et des images et les juxtaposer de façon à faire prendre connaissance à la fois aux étudiants, mais aussi aux lecteurs, et puis aussi aux entreprises, à comprendre la lecture de ces images et ce qu'elles peuvent générer dans cet entrechoquement, dans cet entrelacement parfois. Donc, on retrouve ça évidemment dans la position de Jasper Morrison. On le voit là, et effectivement, ce film circule beaucoup depuis parce qu'il s'en sert volontiers, encore une fois. Alors moi, je dirais pas pour se vendre. Il vend ses produits, je dirais vraiment pour se dégager, se faufiler par la porte de derrière pour ne pas avoir à parler et expliciter son travail. Ça garde à la fois
une part de mystère, mais ça invite aussi, là encore, le spectateur à envisager un peu ses propres associations et son propre regard sur son travail. Et je crois, je ne veux pas parler en son nom, certainement pas, mais je crois que ça lui va assez bien comme méthode. Mais je vous remercie d'avoir parlé de ça, parce que je pense que c'est vraiment dans une filiation de cet enseignement par les images, de faire parler les images à sa place, qui est, on peut le dire si vous acceptez cette métaphore, qui est quelque chose chez certains designers assez présente, cette idée de la ventriloquie, du puppet master, et va parler à ma place. Eh bien, effectivement, chez les designers, on peut voir qu'il y a quelque chose de récurrent qui est de l'ordre de la ventriloquie. Une autre question dans le public. Merci Christian Yoshke. Une question pour revenir sur le processus de création, sur la genèse des objets. On a bien vu que la photographie avait un rôle dans la pédagogie, qu'elle avait un rôle aussi dans la création d'imaginaire, dans l'ouverture d'une créativité. Mais on le voit aussi à travers le texte de Ralph Liptau, la photographie est aussi utilisée très concrètement. Et ça, j'aimerais avoir quelques exemples. Peut-être que vous pourriez nous donner quelques exemples dans le processus de genèse, de création des objets, en particulier comme outil intermédiaire. Alors dans la création architecturale, on le voit par la photographie des maquettes et puis ensuite le travail qui est fait sur les photographies des maquettes. Olivier a parlé tout à l'heure de changement d'échelle. La photographie, c'est un outil pour jouer sur les échelles. Mais est-ce que dans le design, on pourrait alimenter la discussion avec quelques exemples très concrets où la photographie opère comme un moyen de transformation de l'objet dans son évolution génétique, enfin dans le processus même de création de design? Très bonne question. Moi, je pense qu'il y a sans doute, par exemple, chez les IMS, il faudrait voir comment le fait de photographier, puisque comme il dit très concrètement, voilà, parfois je vois si ça marche ou si ça marche pas, peut-être voir les différentes étapes de fabrication et des différentes versions aussi pour voir ce que la photographie a pu modifier. Et puis en t'écoutant, je pensais aussi à un des exemples là qui est présent un peu dans l'introduction, qui est Perriand. On voit aussi comment, en fait, par la photographie, alors je ne sais pas si ça modifie l'objet, mais en tout cas, ça sert aussi à dessiner. Enfin, ça permet de photographier ces modèles en bois et de penser aussi une assise qui s'adapte à ces modèles, à ces mannequins. Donc, je pense qu'il y a pas mal de pistes qu'il faudrait creuser. Alors, peut-être autour de certains cas particuliers, mais pas seulement. Penser, oui, un peu comme le fait Ralph Liptau dans son article, en fait, une sorte de typologie des utilisations et des usages et de cette photographie comme outil qui permet, voilà, d'aplanir, qui permet de changer d'échelle, qui permet d'archiver aussi, parce que c'est une des pistes qu'il évoque. Et c'est pour ça que je disais au tout début, je pense que c'est un numéro d'ouverture, parce qu'en fait, il y aurait... Voilà, dans cette généalogie, si on voit ça comme une sorte de petit fleuve avec ses affluents, je pense qu'il y aurait pas mal de méandres à continuer à creuser. Mais en fait, en définitive, beaucoup de gens croisent ces questions, mais il n'y a pas tant de gens qui s'y consacrent véritablement. Voilà, je pense aussi. Non, c'est vrai. Non. Une autre question de Marc Donadieu au fond de la salle. Retouché, c'est chez Robert Mallet-Steven, notamment pour la villa Mézy qui a changé très très vite de propriétaire et donc qui a été inachevé par rapport au premier propriétaire, me semble-t-il de mémoire, c'était Jacques Doucet. Après, elle a dû être rachetée par Elvire Bovesco et en fait, il a retouché les photographies de la maison pour préfigurer soit des ajouts, soit des retraits qui ont été faits concrètement.
Donc là, on a vraiment, il n'a pas refait des dessins, il a modifié sur les photographies de la maison de Mézy. Bon, mais c'est pas du design, c'est de l'architecture. Mais on est sur une pratique de retouche de photographie pour poursuivre un projet. Le grand designer Joe Colombo a très clairement expliqué avec l'anti-design que l'architecture était une sous-discipline du design. Hein. Je crois qu'il s'agit de Paul Poiret. Ah, mais c'est Paul Poiret. Paul Poiret après. Ouais. Mais en tout cas, pour revenir à ça, mais moi je peux pas répondre parce que je travaille pas beaucoup avec des designers d'objets, pour tout vous dire. Donc c'est assez compliqué, je crois, comme question. Ça vaudrait la peine de s'y pencher, hein, mais je ne vais pas faire semblant d'y répondre. En revanche, c'est vrai que je continue à penser à Molino quand même, hein, parce que lui, on voit comment dans ses photographies, il insère... alors le mobilier est fait comme un mobilier, bien sûr, ce n'est pas un mobilier spécifique pour la photographie. En revanche, les éléments de décor, tout ce qu'on retrouve, si vous pouvez comparer par exemple, là évidemment, Viana Pione et la dernière location de Carlo Molino avec les photographies, c'est des milliers de clichés érotiques, vous pouvez voir vraiment comment, et c'est pas la seule villa, il y a plusieurs villas qui ont été utilisées, certaines uniquement pour la photographie, semble-t-il, Viana Pione, elle a essentiellement servi aux photographies érotiques, quelques banquets, mais surtout de la photographie érotique. Et moi je suis allée chercher un peu, hein, je suis allée regarder dans les archives, j'ai un petit peu regardé tout ça, et on voit comment les éléments de décor et l'appartement est fait comme un décor photographique. Alors ça répond vraiment pas à votre question des objets, mais c'est quand même un designer, donc je pense que c'est intéressant d'aller peut-être tirer une forme en tout cas d'ouverture de ce côté-là. On voit par exemple sa chambre à coucher, je ne sais pas si vous la situez un petit peu, où il y a un lit bateau, il y a des images de papillons qui sont censées être les compagnes du pharaon qui vont l'accompagner à travers son voyage sur le Styx. Il y a une peau de léopard au mur, etc., etc. On voit les photographies, c'est d'une opulence, c'est absolument incroyable. On arrive dans le lieu, c'est de la peinture faite en veux-tu, en voilà. Les dessins extrêmement beaux via la photographie, des papillons sont en fait des planches découpées dans un ouvrage, elles sont très belles mais c'est des impressions dans des ouvrages, je l'ai même acheté qu'on trouve encore aujourd'hui, etc., etc. Tout ça pour dire qu'il y a la construction d'un environnement photographique, une machine photographique faite pour ça. L'appartement est resté fermé comme une caméra obscura pendant tout le temps où Molino y était. On raconte qu'il n'ouvrait jamais les volets. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de voilà, un autre passionné fou de la photographie, quelque chose mais qui là n'est pas du côté de l'éducation parce que je crois qu'il n'en avait vraiment rien à faire. C'est un très mauvais enseignant au Polytechnico et il a gardé ses photographies vraiment pour ses amis et pour sa propre consommation. Mais là on voit vraiment comment l'environnement est pensé comme les éléments d'une mise en scène photographique, photographie Polaroid, sur lequel, mais ce n'est vraiment pas des objets, je ne voudrais absolument pas que vous pensiez que je suis allée de ce côté-là, où ces femmes photographiées, mais il y a aussi des hommes, on les connaît moins, elles sont généralement pas montrées par les gens qui font des expositions, mais il y a des hommes nus, je les ai vus, et donc, non mais quand même... Hein. Des photos d'hommes nus, des polaroïdes d'hommes nus. Voilà, donc dans lequel il retouche, on le voit hein, quand on regarde précisément avec une loupe, on voit comment il retouche très précisément. Fulvio Ferrari, qui s'occupe du Museo Casa Molino, a publié tout ça et on voit comment il retouche le corps des femmes pour qu'il convienne à son idéal de la représentation. Voilà. Donc en tout cas, c'est pas une question d'objet, bien sûr que non. C'est pas une question de cette vision du design, mais on voit bien comment c'est un enjeu qui est très très important et qui permet vraiment à Molino de réaliser ses œuvres. Merci. Plus de questions dans le public. Je ne sais pas si vous voulez, nos invités souhaiteraient ajouter quelque chose sur ce débat et sur cette discussion entre design et photographie. En tout cas, moi, j'ai été ravi de vous entendre. Et puis, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, que c'est un début et qu'effectivement, il y a une suite. Donc, Radar est content. Radar pourra faire un numéro et peut-être en partant effectivement de recherches peut-être plus complexes sur effectivement des designers qui, dans la fabrication, utiliseraient le médium photographique comme soutien, outil, etc. Je pense que là, effectivement, il y a
il y a de la prospection, sachant qu'aujourd'hui les designers utilisent beaucoup plus l'image numérique, fabriquée, donc on est dans un rapport un peu différent, mais je pense qu'il y a une piste effectivement extrêmement passionnante à mener et à continuer, donc je vous donne rendez-vous pour un radar numéro X pour faire la suite de Transborder numéro 5. Donc je remercie tous nos invités, je remercie Olivier Lugon, je remercie... Donc je vais prendre la liste pour être sûr de ne pas me tromper. Éléonore Chaline, Sébastien Kéké, Agathe Cancelleri et Alexandra Midal d'être venus ce soir parmi nous pour parler de ce numéro incroyable de Transborder numéro 5 que je vous invite tous effectivement à lire avec passion. Merci beaucoup, bonne soirée. Le MUDAC vous donne rendez-vous pour des prochains événements tout au long de l'année. Donc à bientôt. Merci.